Ça risque d'être un petit peu long. Je te conseille d'aller chercher une boisson, de t'installer confortablement et de ne pas hésiter à faire des pauses. Approchez, oui. Aujourd'hui, je compare une portable et une console de salon. Je ne cherche pas l'équité, oh non, non, non. Je cherche le diagnostic. Je prends les deux extrémités du 8 bits. La portable qui vit sur des piles et qui doit économiser chaque cycle, et la console de salon qui peut se permettre un CPU plus confortable et un hardware pensé pour respirer. Si tu veux comprendre pourquoi 8 bits ne veut rien dire tout seul, c'est exactement ce contraste qu'il nous faut. Aujourd'hui, on laisse la nostalgie à la porte. On va pas parler de couleurs de coque, ni de souvenirs de cours de récré. On va parler de registres, de bus de données, de cycles d'horloge et de ce qui se passe réellement quand le courant traverse le silicium. Dealer direct, ça va piquer. On nous a vendu la Game Boy comme la révolution 8 bits. On nous a dit, c'est une Master System dans la poche. Je vais être très clair, c'est faux. Et c'est un mythe qui a la peau dure, parce que 8 bits, ça sonne comme une catégorie unique, sauf que 8 bits, c'est pas une tribu, c'est juste une étiquette. Techniquement, la Game Boy n'est pas une console 8 bits de la lignée Z80, au sens où l'entendent les gens. C'est un hybride bizarre, un processeur Sharp LR35902, un cousin du Z80, mais amputé de fonctions essentielles. Et là, je vais te faire l'image la plus simple du monde. La Game Boy, c'est un peu comme si Nintendo avait pris un beau moteur V8 et qu'ils avaient dit « Bon, on enlève 2 cylindres, comme ça consommera moins. » Est-ce que ça roule? Oui. Est-ce que ça peut faire des miracles? Oh, parfois oui, avec un bon pilote. Mais tu peux pas faire semblant que c'est exactement le même moteur. Le Sharp LR35902, c'est exactement ça. Un cousin du Z80, mais simplifié, amputé de confort pour tenir l'objectif numéro 1 d'une portable, l'autonomie. Et là, petite mise au clair, parce que beaucoup mélangent tout. La NES ou Famicom, elle n'a pas un Z80, elle a un Ricoh 2A03, une puce dérivée du 6502. Et ce Ricoh, il est connu pour une chose, il est simple, efficace, et surtout, il a un écosystème énorme. Donc, la question logique c'est, ok, si Nintendo aime cette famille, pourquoi la Game Boy n'a pas repris un Ricoh 6502 miniature? Réponse vulgarisée. Parce que la Game Boy devait être un compromis total. Nintendo voulait une puce intégrée, faite sur mesure, qui colle à leur écran, à leur timing, à leur coût de production et à leur autonomie. Le LR35902, c'est un choix ingénieur portable. On prend une base simple, on ajoute ce qu'il faut et on coupe le superflu. Il y a un truc qu'on oublie souvent. Sur la Game Boy, ce qu'on appelle le CPU, c'est presque un mini-système sur une puce. Le DGM CPU contient le cœur, le CPU, SM83, mais aussi le bloc vidéo, le PPU, et des contrôleurs comme le DMA. Résultat, Nintendo ne choisit pas juste un CPU, il choisit une architecture intégrée, détaillée pour l'écran, les timings, le coût et les piles. À l'opposé, la Master System sépare les rôles, un Z80 d'un côté, un VDP Sega de l'autre, console de salon, module dédié, plus de confort pour respirer. La Master System, c'est une console de salon. Tu branches, tu consommes, et tu t'en fous un peu. La Game Boy, c'est une console de poche. Tu comptes les piles AA, comme si c'était des lingots. Donc Nintendo n'a pas cherché la pureté d'une lignée CPU, ils ont cherché la survie énergétique. Et c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une Master System de poche. Ce n'est pas le même cahier des charges. En face, la Master System, elle embarque un vrai Zilog Z80A, le pur, le nerveux, le processeur qui a motorisé une partie de l'informatique et de l'arcade des années 80. Aujourd'hui, au Café Rétro, on ouvre le processeur, on compare ce qui compte, les outils disponibles, le coût en cycle, la façon dont tu codes et ce que ça implique sur un jeu. Et je vais te prouver un truc très simple. Si tu crois que 8 bits veut dire la même chose partout, tu vas tomber de ta chaise. Si à la fin, tu comprends pourquoi la Master System est techniquement une bête de course à côté de la Game Boy, tu t'abonnes. Deal? Et tu écris Z80 pur en commentaire. Pas pour la mendicité, juste pour qu'on sache combien on est à aimer le diagnostic. Maintenant, on dissèque. Allez, on brise le mythe. Vous voulez un repère simple? Dans 30 secondes, je vous donne le truc que la Game Boy n'a pas et qui change tout
quand tu codes un ennemi, un inventaire, une animation. Dealer, c'est pas un détail, c'est la boîte à outils tout entière. Je vous propose un test mental. Vous êtes développeur, vous avez 10 ennemis à l'écran et vous devez lire la vie de chacun 60 fois par seconde. Avec la Master System, c'est propre. Avec la Game Boy, vous allez faire de la compta. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi certains jeux Game Boy semblent un peu poussifs côté logique. Et on va pas rester dans le flou. Je vais vous montrer où Nintendo a coupé des registres, des raccourcis, des automatismes, des trucs qui font gagner des cycles d'horloge à l'appel. En clair, c'est pas moins puissant, c'est moins confortable. Pour comprendre le cœur du sujet, il faut remonter à la généalogie des microprocesseurs. Le Z80, celui qu'on trouve dans la Master System, est l'héritier technique d'une lignée très importante, l'Intel 8080, un processeur majeur des années 70. Et l'histoire est savoureuse. Federico Fagin, l'un des cerveaux derrière l'Intel 8080, quitte Intel et participe à la création du Z80 chez Zilog. Le Z80, c'est pas une copie bête, c'est une évolution. Qu'est-ce qu'il apporte? Sans partir en datasheet, on retient juste ça. Un jeu d'instructions plus riche, plus pratique, des modes d'adressage plus confortables et surtout des outils qui font gagner du temps aux développeurs. Bref, un processeur pensé pour la performance et la productivité. Et Sega, sur Master System, fait un choix clair. Un Z80A à environ 3,58 MHz, ça ne veut pas dire plus rapide égale meilleur, ça on l'a déjà dit. Ça donne une base solide. Nintendo, lui, avec la Game Boy, il prend une autre voie. Il utilise un processeur Sharp LR35902. On l'entend partout, c'est un Z80. Alors je vais te donner une formulation exacte qui évite le piège. C'est un cousin du Z80, compatible à l'esprit, mais pas du tout au contenu. Il ressemble à un Z80 sur certains points. Il emprunte des idées, mais il n'a pas tout l'outillage. Et c'est là que les gens confondent. Ils voient 8 bits, plus ressemble à du Z80, et ils concluent, même famille, même puissance. Non, c'est une puce volontairement simplifiée, pensée pour une portable. Coût, autonomie, simplicité et contrainte d'affichage. Donc, on va pas faire un procès moral, on va faire un diagnostic technique. Qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que ça change dans la vraie vie d'un jeu? Mais dis-leur le concret, les outils. Là, on rentre dans le cambouis, mais je vais te le faire simple. Un processeur, pour travailler vite, il a des tiroirs internes, les registres. Plus tes tiroirs sont pratiques, plus tu peux bosser sans courir à la RAM, qui elle est plutôt au grenier. Sur Z80, tu as des registres d'index célèbres, l'IX et l'IY. C'est un confort énorme pour programmer des jeux. Pourquoi? Parce qu'un jeu vidéo, c'est plein de petites structures en mémoire. Position X, position Y, vitesse, état, point de vie, animation. Imagine un ennemi, octet 0 égale X, octet 1 égale Y, octet 2 égale V. Classique. Sur un Z80 complet, tu peux charger l'adresse de ta structure dans l'IX et lire la vie avec un accès indexé du genre « Donne-moi IX plus 2 ». T'exprimes ton intention en une instruction propre. Sur Game Boy, Nintendo a supprimé l'IX et l'IY. Dis-leur pourquoi c'est grave. Tu te rends compte? C'est comme enlever la boîte à outils et laisser juste un tournevis. Donc sur Game Boy, le développeur il fait autrement. Il utilise surtout l'HL comme pointeur. Et il bidouille des offsets à la main, souvent en enchaînant des petites instructions. Ce n'est pas impossible, mais ça coûte. En complexité de code, en cycle d'horloge et en fatigue mentale pour coder propre. Et maintenant, multiplie cette micro-perte par 10 ennemis à l'écran, 60 fois par seconde, plus les projectiles, les collisions, les objets. Et là, tu comprends pourquoi certains jeux Game Boy ont ce feeling poussif ou un peu ralenti sur la logique. Le CPU passe plus de temps à faire du rangement et de l'addition qu'à faire tourner le moteur. La Master System, elle, avec son Z80 plus complet, a un terrain de jeu plus confortable. C'est pas magique, c'est juste meilleurs outils. Là, on va toucher un truc que personne ne vaut, mais que tous les jeux subissent. Les interruptions. La différence entre une console qui switch proprement et une console qui passe son temps à ranger sa pile. On continue dans les outils qui font gagner des minutes de vie. Le Z80
a une particularité rare, les registres de réserve, qu'on appelle aussi les Shadow Registers ou registres fantômes. En gros, tu as un set principal et un set de secours. Quand une interruption arrive, par exemple musique, timing, affichage, tu peux basculer rapidement sur l'équipe de réserve, faire ton travail et revenir. Dans l'esprit, ça ressemble à « je change de bureau, je fais un truc urgent et je reviens ». Sur Z80, tu as des instructions détaillées pour basculer ces registres. Et si tu sais, tu sais. Je te les écris là. Idée importante, tu veux gérer plus vite une interruption sans tout sauvegarder en RAM. Sur Game Boy, ce confort n'est pas là. Du coup, une interruption implique souvent de pousser des registres sur la pile, sur le stack, puis de les pop ensuite. Encore une fois, ça marche, mais ça coûte. Et ça coûte exactement là où une console portable est déjà fragile, dans le temps CPU disponible pour le jeu. Donc quand tu entends la Game Boy est 8 bits comme la Master System, tu dois traduire. Elle est 8 bits, oui, mais elle a moins d'outils pour faire du multitâche propre. Et quand tu fais un jeu complet, ça se paye. Traduction, elle range son bureau au lieu de produire. Si vous aimez ce format diagnostic au scalpel, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne perdrez pas les prochains épisodes. On arrive à un truc très concret. Dans un jeu, tu ne fais pas que calculer. Tu déplaces, tu copies des tuiles, tu mets à jour des tables, tu transfères des données, tu charges des sprites, tu rafraîchis des zones. Le Z80 a une famille d'instructions de transfert de blocs très pratique. Ça te permet de copier un bloc de données sans écrire à la main une boucle complète. Sur Game Boy, ce genre d'instruction de bloc, tu l'oublies. Tu fais généralement une boucle manuelle. Résultat, même si tu ne veux pas entrer dans le détail, tu retiens une idée simple. Master System, copie ce bloc. Instruction dédiée, efficace. Game Boy, copie ce bloc. Boucle, contrôle, incrément, test. Donc, à fréquence égale, tu peux te retrouver avec des transferts plus coûteux sur Game Boy. Et dans un jeu, ce coup, ça se transforme en animation moins riche, rafraîchissement plus lent et parfois des compromis visibles. Moins d'éléments, moins de changements en même temps. C'est pour ça qu'en salon, Sega peut se permettre des décors plus vivants sur certains titres. Il a un CPU mieux outillé et un environnement moins contraint. Encore une fois, c'est pas Nintendo est nul, ah non! C'est Nintendo a choisi l'autonomie et le coût. Et ce choix a une facture technique. Et attention, même si tu avais un CPU parfait, la Game Boy a un deuxième adversaire, son écran LCD. Là, on sort du processeur et on rentre dans le réel. Timing, fenêtre, contrainte, traduction. Même un génie doit jouer avec les mains attachées. Truc très important, le processeur ne vit pas seul. Il parle à l'affichage. Sur Master System, tu as un VDP, Video Display Processor, le VDP, très orienté console de salon, avec des capacités solides pour gérer le scrolling matériel, les sprites, les tuiles, le tout avec une logique console. Sur Game Boy, l'affichage, c'est un autre monde. LCD, contraintes de rafraîchissement, timing, limitation propre au portable. Et là, faut dire une vérité simple. La Game Boy, elle se bat pas seulement contre son CPU, elle se bat contre son écran. Elle doit jongler avec des timings, la fenêtre de mise à jour et parfois éviter de faire trop de choses au mauvais moment. Résultat, même si les développeurs sont des magiciens, ils doivent ruser. Et c'est souvent là que tu vois la différence. Décor plus simple, moins de variations rapides, utilisation intelligente du vide, choix de lisibilité. C'est pas une insulte, c'est de l'ingénierie de survie. Alors que sur Master System, t'as plus de confort. Le CPU donne des ordres, le VDP exécute et l'affichage salon te laisse respirer. Tu veux une image mentale? La Master System, c'est une cuisine avec un vrai plan de travail. La Game Boy, c'est une cuisine de camping. Tu peux faire un plat incroyable, mais tu vas le faire avec moins de place et tu vas transpirer. Maintenant, on brise la phrase la plus dangereuse du rétro. Le 8 bits, c'est le 8 bits. Ah non. C'est comme dire toutes les voitures se valent parce qu'elles ont toutes 4 roues. Le Z80 de la Master System représente un sommet de l'architecture 8 bits confortable. Outils, instructions, mode d'adressage, transfert, gestion des interruptions. C'est une boîte à outils complète. Et le truc qui rend le Z80 encore plus drôle, c'est qu'à l'époque, tu le trouvais partout. Pas juste dans les consoles, dans les micro-ordinateurs, évidemment, dans les bandes d'arcade,
mais aussi dans des machines où personne ne pense jeux vidéo. Des systèmes embarqués, des contrôleurs, des trucs industriels. Et oui, parfois dans des appareils de bureau, par exemple dans ton imprimante. Alors je dis pas que ton grille-pain avait Z80, hein. Quoique, si ton grille-pain pouvait imprimer des factures, peut-être. Ce que je veux dire, c'est simple. Le Z80, c'était un standard. Un CPU qu'on savait utiliser, qui était documenté et optimisé. Quand tu choisissais un Z80, tu choisissais une autoroute. Tu avais des outils, des développeurs, des habitudes. Et Sega, sur Master System, a littéralement pris un moteur déjà éprouvé partout dans l'électronique. Et il l'a mis au service du jeu. C'est pour ça que j'appelle ça un processeur d'arcade domestique. C'est du matériel de travail, pas une puce de jouet. Le Sharp LR35902 de la Game Boy, c'est un compromis. Un CPU qui fait le job pour une portable, mais avec des amputations volontaires. Et là, j'insiste sur un point, parce que c'est important. Le fait que des chefs-d'œuvre existent sur Game Boy ne prouve pas que la machine est équivalente. Ça prouve que les développeurs étaient très bons pour contourner les limites. C'est la différence entre la machine est puissante et les développeurs sont des magiciens. Et Nintendo a eu des magiciens. Mais techniquement, ils ont travaillé avec un couteau moins affûté. Donc 8 bits, oui, mais boîte à outils, non. Alors, la prochaine fois que tu tiens une Game Boy dans tes pinces ou dans tes mains, retiens ça. Tu n'as pas une Master System de poche, tu as une machine optimisée pour des piles, pour un écran, pour un coût maîtrisé. Et elle fait son travail. Commercialement, c'est un monstre. Mais techniquement, si on compare le confort d'architecture, la Master System avec son Z80 est une machine de salon plus pure, plus outillée, plus confortable pour coder vu tes propres. Et c'est ça, le message. 8 bits ne veut rien dire du tout seul. Il faut regarder l'architecture, pas l'étiquette. Si aujourd'hui, tu regardes Game Boy égale Master System de poche et que tu te dis « Ok, maintenant, je comprends enfin le mensonge », là, tu t'abonnes et tu écris Z80 pur en commentaire. Reste fantasque, reste exigeant et on se retrouve au prochain diagnostic. Bon, là, c'est propre.